Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce dernier podcast sur la Coupe du Monde de rugby 2019 qui s'est achevé ce samedi avec le sacre pour l'Afrique du Sud. Les Springboks vainqueurs triomphants des Anglais qui étaient pourtant favoris de cette finale, 32-12 à l'arrivée. Un score un peu flatteur quand même par rapport à l'ensemble du match qui a été relativement fermé. On va donc revenir dans ce podcast sur la finale Angleterre-Afrique du Sud, bien en détail, on va bien l'analyser. On va dire un petit mot aussi sur Nouvelle-Zélande-Pays de Galles, qui était la petite finale qui se jouait vendredi et qui a vu les All Blacks aller chercher la médaille de bronze. Et enfin, je vais vous donner mon 15 majeur, on va dire, de ce mondial. Donc on va parler faire un peu le bilan individuel de la Coupe du Monde 2019 qui s'est déroulée au Japon. Japon auquel on dit désormais au revoir et on va se tourner petit à petit vers la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu évidemment dans 4 ans, mais surtout en France. Revenons d'abord sur le titre de l'Afrique du Sud, finale assez impressionnante de la part des joueurs de Rassie Erasmus, qui vient concrétiser seulement 2 ans de travail avec ce nouveau sélectionneur. Chose qui est relativement surprenante dans le rugby moderne. Généralement, les sélections choisissent plutôt de construire sur le long terme, avec des cycles d'au minimum 4 ans. D'ailleurs, on a vu à quel point la rupture du cycle en France, par exemple, avait déstabilisé un peu tout ça. Les Anglais, du côté d'Eddie Jones, ça faisait 4 ans que c'était en place. Les autres grandes nations mondiales, que ce soit le Pays de Galles, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, possédaient aussi un coach qui était stable depuis des années. C'était pas le cas de l'Afrique du Sud, et pourtant très rapidement, Rassie Erasmus a imposé sa patte, c'est-à-dire un rugby de combat, une défense solide, avec une moyenne de seulement 11 points par match encaissés depuis sa prise de pouvoir. Donc une statistique assez impressionnante. On en a 12 sur la finale, donc on est sur les bases moyennes des box. Et ils avaient prévenu les Sud-Africains qu'ils allaient pas changer leur rugby fondamentalement d'une semaine à l'autre. On savait que ça allait être un rude combat de la part des Anglais aussi. On n'a pas été déçus à ce niveau-là, ça a commencé d'ailleurs d'entrée. Première minute, une séquence de jeu à une passe, comme savent le faire les Sud-Africains, avec du pick and go, qui a abouti à une pénalité, manquée par Pollard. Mais on a poursuivi dans ce rugby de combat avec beaucoup de blessures, notamment la sortie de Kyle Sinclair, le pilier droit britannique, dès la 3e minute de jeu sur KO. Une blessure très importante pour la suite du match, parce qu'elle a mis en grande difficulté la mêlée du 15 de la Rose. Sinclair j'y reviendrai plus tard, est devenu un élément quasi indispensable au pack d'avant britannique. Et ça s'est vérifié puisqu'après sa sortie, ils ont eu beaucoup de difficultés. D'ailleurs, la première grosse séquence de jeu sud-africaine est venue d'une mêlée, puis d'un franchissement de Willy Leroux. On a transformé assez vite sur les extérieurs, mais finalement ça a été bien défendu et les Anglais ont su gratter le ballon dans un ruck à 5 mètres de leur en-but. En parlant de grattage dans les rucks, Dwayne Vermeulen en a réussi un aussi pour l'Afrique du Sud, dans les 22 mètres adverses, sur la possession adverse, avec l'aide de Siya Kolisi, et c'est ce qui a donné les 3 premiers points sud-africains par André Pollard dès la 10e minute. Sur cette entame de match, on a vu une grosse domination sud-africaine, des Anglais en difficulté, c'est-à-dire complètement l'inverse de leur demi-finale face aux Néo-Zélandais où c'est eux qui avaient étouffé leurs adversaires. Cette fois, ils n'ont pas pu développer leur jeu, notamment la faute à une charnière Youngs-Ford, pas du tout dans le coup, dans l'animation, que ce soit par leur passe ou par leur jeu au pied. Vraiment à côté de la plaque, il n'y a pas d'autre mot. La conquête aussi a été en grande difficulté. En mêlée, je l'ai dit, aussi en touche, ils se sont fait contrer. Leur première occasion est arrivée relativement tard. Elle a été sauvée par Cheslin Kolbe, qui a réussi à intercepter, ou du moins à gêner la passe sur un surnombre favorable aux Anglais à l'extérieur, mais Kolbe dans la foulée a commis une faute au sol, ce qui a permis aux Anglais de revenir à 3-3 de manière assez réaliste à la moitié de la première mi-temps.
Le scénario n'a pas beaucoup évolué puisque la mêlée sud-africaine a continué à dominer le match, ce qui a permis d'engranger des points grâce à Pollard, 6-3. Et encore une grosse séquence anglaise en revanche à la demi-heure de jeu, avec plus d'une vingtaine, voire une trentaine de phases, beaucoup de pick and go très proches de la ligne d'en but, mais parfaitement défendu par des Sud-Africains toujours aussi coriaces défensivement. La transformation sur les extérieurs a été manquée avec une mauvaise passe de Farrell notamment. Les Anglais sont quand même revenus à 6-6 grâce à une pénalité, mais tout de suite, on vu les Box leur repasser devant grâce à encore un grattage de Duane Vermeulen, décidément omniprésent dans les zones de contest, et grâce à leur mêlée encore qui a complètement enfoncé le pack du 15 de la Rose. 12-6 à la mi-temps et 15-6 juste après la mi-temps. Bis repetita, encore une mêlée qui a offert une pénalité à Pollard. En début de seconde mi-temps, donc alors que le score était de 15-6, Eddie Jones a fait sortir George Ford qui a réalisé une finale absolument catastrophique. Vraiment, il a été assez ciblé, il faut le dire aussi, par les Sud-Africains, que ce soit en défense ou en attaque. On a beaucoup joué au centre du terrain, on a joué sur la puissance de Allende, de Vermeulen notamment, de Dutoit aussi, pour mettre en difficulté George Ford. Et ça a parfaitement fonctionné. Après cette réorganisation, on a vu un petit changement de momentum dans ce match, avec aussi la première mêlée remportée par les Anglais enfin à la 50e minute. Les Anglais qui auraient pu revenir à 15-12 à la 53e grâce à un bon grattage de Curry sur André Pollard, mais pénalité ratée par Farrell. Et finalement, c'est de l'autre côté du terrain un maul formé sur une action de jeu, chose assez rare pour être soulignée, qui a amené une pénalité. Et donc les Sud-Africains ont repris les devants, 18-9, ont repris le large, avant de voir les Anglais revenir à 18-12 dès la réception du coup d'envoi grâce à un bon contest. 18-12 à un quart d'heure de la fin, match plutôt fermé, mais Springboks supérieur dans le combat, ce qui explique cet avantage de 6 points, mais qui n'était à ce moment-là pas rédhibitoire. Le premier essai est intervenu à ce moment-là, en faveur de l'Afrique du Sud, sur une belle séquence de jeu rapide pour une fois, des passes assez inspirées, notamment celle de Malcolm Marx, le talonneur remplaçant, qui vraiment sur un pas a servi Mapimpi sur son aile. Mapimpi intelligemment qui a tapé par-dessus au pied. Rebond favorable au box, ça revient sur Ham, le 3/4 centre, qui aussi très intelligemment voit la défense, les deux défenseurs anglais se refermer sur lui et sert immédiatement Mapimpi, qui n'a plus qu'à aller derrière la ligne. Franchement, un essai déjà très très beau, qui porte le score à 25-12 à ce moment-là du match. Là, le sort de la finale était quasiment scellé. Il a été carrément entériné grâce à un exploit individuel de Cheslin Kolbe à la 74e minute. Un essai franchement un bijou. C'est un bijou parce qu'il est servi à la suite d'une récupération, à la suite d'un ballon de récupération, parce que c'est je ne sais plus quel joueur anglais qui le perd au contact. Si c'est Slade, c'est Henry Slade, le 3/4 centre, qui perd le ballon sur le plaquage. Et tout de suite, sans attendre, on lance le contre du côté des Box avec Dutoit qui sert Kolbe. Et là, on se dit que Kolbe va être enfermé. On voit la défense se refermer sur lui. Et grâce à ses appuis de feu, il a un cadrage débordement absolument extraordinaire sur Owen Farrell, qui d'après mes sources est encore allongé à plat ventre sur la pelouse en train de regarder Kolbe filer à l'essai. Il a toujours pas compris ce qui lui était arrivé. Et pareil, Vunipola qui essaye de revenir mais qui ne tente même pas. Enfin voilà, c'est la vitesse, les petits bâtons de dynamite de Cheslin Kolbe qui ont fait la différence. Et donc finalement les deux ailiers sud-africains
qui marquent, il faut le souligner, les premiers essais sud-africains en finale de Coupe du Monde, hein, alors que c'est le 3e titre de cette nation, son 3e titre mondial de cette nation. Lors des 2 précédentes finales qu'ils ont gagnées, ils n'avaient pas marqué un seul essai. Donc là, on voit bien l'identité forte, hein, du rugby sud-africain, hein, un rugby de défi physique. Mais pour le coup, leurs deux phénomènes sur les ailes ont fait la différence pour leur offrir le titre. Donc voilà, à l'arrivée, les Sud-Africains champions du monde, sans contestation possible, du moins sur la finale. Effectivement, j'ai entendu beaucoup de râleries, entendu et lu beaucoup de râleries dans les médias parce que peut-être que les Springboks ne sont pas les champions du monde les plus sexy de l'histoire, dans le sens où effectivement ils développent un rugby qui n'est pas un rugby de vitesse, qui est plutôt un rugby de combat. Ça plaît pas à tout le monde, c'est vrai qu'il y a des fois où on s'ennuie. Leur demi-finale a pas du tout été emballante, notamment face au Pays de Galles. Mais voilà, à l'arrivée c'est efficace. Ils méritent amplement leur titre. Je veux dire, sur la finale, il y a pas de contestation possible. Ils ont gagné le défi avec leurs adversaires. Quand on voit comme ils ont neutralisé Ben Youngs et George Ford, notamment par exemple Faf de Klerk, le demi de mêlée qui fait un énorme travail défensif sur Ben Youngs. Il a été un peu au-delà de la limite. Parfois, il a concédé 2 pénalités pour hors-jeu parce que, pris par son élan, il a toujours été chercher le demi de mêlée adverse pour le mettre en difficulté. De la même manière, Billy Vunipola, qui est en tant que numéro 8 une des armes offensives majeures des Anglais par sa puissance, on l'a pas vu du match, il a reculé même sur certains impacts. J'ai l'image du plaquage à 2, je crois que c'est Marks et Mostert qui le font reculer en première mi-temps alors que les Anglais sont à 5 mètres de la ligne. On voit Billy Vunipola arriver lancer, on se dit il va les enfoncer, et bah finalement non, il se fait renvoyer au pays. Donc à ce niveau-là, les Sud-Africains ont été au-dessus. Ça fait pas de discussion. Et c'est conforme à leur identité. C'est conforme à cette résurrection, on va dire, parce que avant l'arrivée de Rassie Erasmus, ils étaient dans une situation vraiment très délicate. Hein. Il y a encore un peu plus de 2 ans, ils étaient en grande difficulté dans le rugby championship par rapport aux autres nations de l'hémisphère sud. Sur les test matchs aussi, ils s'inclinaient souvent contre les nations du Nord. Pour revenir au Rugby Championship, ils finissent dernier derrière l'Argentine en 2015, 3e en 2016 et 2017. Et depuis que Rassie Erasmus est revenu, c'est une 2e place derrière les Néo-Zélandais et une victoire, carrément une victoire dans le Rugby Championship cette année. Donc à partir de là, ça montre un peu l'évolution de cette nation qui se refait autour de ses fondamentaux. Et c'est aussi une équipe qui s'est formé symboliquement avec beaucoup de mixité, avec un capitaine noir, ce qui est à mon goût un peu trop relevé dans les médias, mais après tout c'est aussi ça, ça fait partie de cette Afrique du Sud là. On sait que le contexte social et économique est très tendu en ce moment dans ce pays depuis quelques années. On a le retour de tensions raciales assez fortes, et le fait de voir Sia Kolisi, un enfant du township le plus pauvre du pays à Port-Elizabeth, noir qui plus est, soulever le trophée en tant que capitaine de l'Afrique du Sud, c'est sûr que ça va faire du bien à cette nation, en espérant que cette fois le sacre ne soit pas entaché des soupçons de dopage puissants qui pèsent sur le titre si symbolique de 1995 avec qui marquait la fin de l'apartheid et le nouveau règne de Mandela, où plus tard il y a eu beaucoup de décès prématurés, etc., qui ont soulevé des questions de dopage. Il y a eu cette fameuse photo avant la Coupe du Monde des joueurs sud-africains bodybuildés qui laissaient aussi planer des doutes quant à l'utilisation de certains produits. Voilà, j'espère que ça n'entachera pas ce titre parce que on a vécu une belle Coupe du Monde, on a vu des très beaux matchs. Nouvelle-Zélande-Angleterre, c'est un match d'anthologie. La finale, beaucoup ne l'ont pas apprécié. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même un sacré match de rugby. Alors, conforme au rugby moderne, hein, avec énormément d'affrontements et de contacts virulents, c'est sûr. Mais ça fait partie du rugby moderne. J'espère que la victoire des Boks ne sera pas remise en question par la suite.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur la finale. Match maîtrisé par les Sud-Africains. Petit mot sur les Anglais qui forcément vont être déçus après avoir fait cette prestation extraordinaire face aux All Blacks qu'on avait décortiqué dans le podcast précédent. De perdre en finale, c'est forcément frustrant. On a vraiment cette sensation qu'ils ont joué la finale avant l'heure, c'est ce que tout le monde annonçait en tout cas, et que du coup ils ont eu du mal peut-être à franchir un cap supplémentaire face aux Sud-Africains. Euh, Peut-être qu'ils ont été neutralisés par une force physique que les Blacks n'avaient pas forcément, qui n'ont pas réussi à mettre cette vitesse qu'ils avaient pu mettre face aux All Blacks, qui leur avait ouvert un peu plus d'espace. C'est sûr que trouver des espaces dans le rideau de fer, qu'il y avait en face d'eux samedi, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Il y a la sortie Kyle Sinclair, comme je l'ai dit, qui remet aussi en cause toute la partie conquête. Il y a la conquête a été défaillante. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas tourné rond. Pour les Anglais sur cette finale, il y a un petit manque de réalisme aussi, eux qui avaient été si tueurs sur le reste de la compétition. Ils ont notamment cette fameuse occasion à la demi-heure de jeu où ils enchaînent les phases de jeu près de la ligne et au final ils n'arrivent à récupérer que 3 points. Voilà, c'est beaucoup de choses qui ont manqué finalement aux hommes d'Eddie Jones, mais qui ont quand même carrément marqué leur retour au premier plan du rugby mondial. Ils seront les immenses favoris du prochain tournoi destination. Je pense qu'ils vont rapidement se tourner vers cet objectif. Voilà, l'Angleterre est vraiment une nation très forte maintenant dans le rugby mondial. Elle l'a prouvé avec cette finale. C'est vrai qu'il manque un titre au bout, mais en face c'était l'Afrique du Sud. Je ne l'ai pas souligné d'ailleurs, l'Afrique du Sud qui a donc remporté son 3e sacre mondial et qui revient à égalité avec la Nouvelle-Zélande en tête des nations les plus titrées dans l'histoire du rugby. Transition idéale avec le champion sortant qui est tombé donc en demi-finale et qui laisse sa couronne aux Springboks. La Nouvelle-Zélande qui a tout de même sauvé l'honneur en allant chercher la médaille de bronze face aux Gallois. Dans un match au score sans appel, comme on pouvait s'y attendre, on avait assez peu d'espoir en termes de suspense, 40-17 à l'arrivée. Pourtant, en première mi-temps, le suspense a à peu près tenu le coup. On a vu, là, à l'inverse de la finale, un jeu complètement débridé, des équipes qui avaient plus grand-chose à perdre. Il y avait beaucoup de rotation dans les effectifs de part et d'autre. Les Gallois comme les Néo-Zélandais ont eu l'envie de développer du jeu, de mettre de la vitesse, d'animer vraiment les actions. On l'a vu avec premier essai Black en première main, construit uniquement par des avants. Ça c'est vraiment la force du rugby néo-zélandais, c'est que les avants courent aussi vite que des trois quarts ailleurs. Et voilà, c'est eux qui ont fait parler leur technique en première main avec notamment une superbe passe au contact de Brody Retallick pour le pilier Joe Moody qui a ouvert le score. Puis 14-0 après seulement 13 minutes de jeu avec un modèle de course croisée de Beauden Barrett qui a complètement transpercé le rideau gallois. À la suite de ça, les Gallois ont répondu quand même après une pénale touche avec un maul bien défendu par les Néo-Zélandais dans un premier temps. C'est Josh Adams qui a fait la différence pour percer le rideau adverse, mais ça n'a pas été aplati par son pilier dans la foulée. Et donc on a poursuivi sur cette séquence de jeu avec une nouvelle pénale touche, un maul toujours pas efficace, puis ensuite plus de 13 phases de jeu avec les avants qui n'ont pas abouti, et finalement c'est Rhys Patchell, le numéro 10, remplaçant de Dan Biggar, décevant sur ses 2 dernières sorties, qui a ouvert intelligemment pour Amos, l'arrière, qui a réduit l'écart. Les Gallois sont ensuite revenus à 14-10 grâce à une pénalité, mais ils prennent cet essai à la 33e minute de Ben Smith qui
qui casse un peu les espoirs, puisqu'ils étaient bien revenus. Ça part d'un contre-rock grâce à Sonny Bill Williams, puis Brody Retallick, puis une grosse charge d'Hardy Savea, le 3e ligne, et une action très rapidement ensuite conclue par Ben Smith grâce à un fantastique retour intérieur. Et Ben Smith qui a récidivé avec un doublé juste avant la mi-temps, sur l'aile cette fois. Dès le retour des vestiaires, grâce à un contre en touche, il y a encore eu une belle percée de Ben Smith avec Sonny Bill Williams qui ensuite a réalisé un bel offload pour Ryan Crotty à la finition 35-10. C'était plié à ce moment-là. Les Gallois sont revenus par Josh Adams, meilleur marqueur de la compétition, à l'heure de jeu, à 35-17, et finalement reprennent un essai de Mounga, 40-17 à l'arrivée. Bon voilà, il y avait sur la deuxième mi-temps, il y avait plus beaucoup de matchs. C'était un peu, il y avait un petit côté exhibition. Les Blacks ont sauvé l'honneur, ils pouvaient pas se permettre de concéder une deuxième défaite consécutive contre une nation du Nord. Les Gallois qui les avaient pas battus depuis 53 d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, donc logique respectée. Nouvelle-Zélande 3e, et néanmoins une belle compétition pour les Gallois qui sont tout simplement tombés face à plus fort qu'eux sur leurs 2 derniers matchs. Désormais, on va pouvoir faire un peu le bilan individuel de cette compétition avec le 15 majeur que j'ai élu sur ce mondial. On va faire ligne par ligne. On va essayer de développer un petit peu les joueurs qui ont marqué de leur empreinte cette Coupe du Monde au Japon. En commençant donc par la première ligne. En numéro 1, pilier gauche, M. Tawarira, le Sud-Africain, qui a ponctué sa belle Coupe du Monde avec une finale complètement maîtrisée, notamment en mêlée. Il est le principal responsable de toutes les mêlées enfoncées par les Sud-Africains. 5 pénalités concédées par les Anglais en mêlée tout au long du match, notamment Dan Cole, qui a dû remplacer de manière assez imprévue Kyle Sinclair dès le début de match, qui a souffert le martyre face à Mtawarira. Et voilà, joueur d'expérience, Mtawarira, 34 ans, qui a participé grandement au titre sud-africain. Au poste de talonneur, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'individualité qui s'est démarquée sur ce mondial. Moi j'ai choisi Ken Owens, j'ai envie de dire un petit peu par défaut, mais aussi pour récompenser un joueur gallois. Puisque les Gallois finissent quand même 4e du tournoi. Ken Owens est un joueur d'expérience qui a pas mal porté le 15 du Poireau sur cette compétition. De la même manière qu'Alun Wyn Jones d'ailleurs. Voilà, ce sont ces cadres-là qui font la réussite du Pays de Galles depuis plusieurs années. Notamment défensivement, c'est quelqu'un qui est toujours impliqué, qui est toujours présent dans les rucks. Donc voilà, on récompense ce joueur-là au poste de talonneur, un peu à défaut de mieux, j'ai envie de dire. En revanche, beaucoup moins d'hésitation au poste de pilier droit, Kyle Sinclair. Prestation incroyable contre la Nouvelle-Zélande. Sa sortie prématurée en finale, on voit très facilement les conséquences qu'elle a eues. Je pense que le match n'aurait pas été le même avec lui. Donc voilà, c'est logique. Je le connaissais pas trop avant ce mondial. C'est un joueur qui a percé assez récemment et qui s'est montré aussi très bon offensivement. Peut-être un peu moins impliqué défensivement, mais en tout cas offensivement, il a été assez impressionnant. C'est un pilier qui a vraiment du ballon et qui fait des différences par des courses, par des intervalles qu'il trouve, par ce genre de choses, ce qui est vraiment intéressant. Donc Kyle Sinclair pour l'Angleterre au poste de pilier droit. On passe à la deuxième ligne, encore une fois, aucune hésitation possible. Un des meilleurs joueurs, un des 3 meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, Maro Itoje, côté anglais. Il a vraiment régné sur son équipe. Je veux dire, 25 ans, l'assurance qu'il dégage, la maturité dans tous les secteurs du jeu, en conquête, en touche, dans les grattages, dans les rucks, c'est un poison. Ballon en main,
excellent aussi. C'est un vrai organisateur de son pack. À 25 ans, il amène déjà beaucoup d'expérience. Il faut dire qu'il a été lancé très tôt dans le grand bain, hein, 19-20 ans. Maro Itoje déjà était parmi les titulaires du 15 de la Rose. Et voilà, il est amené à être élu meilleur joueur du monde dans les années à venir, à mon avis. Moi, il m'a vraiment impressionné. Même sur la finale contre l'Afrique du Sud, où l'Angleterre a plutôt subi, lui est ressorti du lot. Sur la demi-finale contre la Nouvelle-Zélande, il est aussi sorti du lot dans le bon sens cette fois. Donc Maro Itoje sans l'ombre d'un doute. Pour la deuxième place en seconde ligne, et là j'ai hésité entre deux joueurs d'expérience qui ont porté leur équipe aussi, peut-être de manière un peu différente, mais par leur expérience en tout cas. Alun Wyn-Jones pour le Pays de Galles et Ben Etzebeth pour l'Afrique du Sud. Alun Wyn-Jones, capitaine emblématique, qui a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de raccrocher les crampons, malgré son âge avancé, on va dire. C'est quelqu'un qui apporte de la sérénité dans un paquet d'avant. Il a été encore très efficace. C'est vraiment le terme qu'on peut lui associer sur cette Coupe du Monde. Pas brillant, mais efficace, notamment dans le travail de l'ombre. Défensivement, il n'y a rien à dire. Et Ben Etzebeth a un profil un peu différent, peut-être plus en vue offensivement, peut-être peut-être moins acharné dans les zones de ruck. Donc voilà, difficile de faire un choix. Peut-être favoriser Ben Etzebeth parce qu'il est champion du monde. Voilà, critère un peu subjectif. Mais voilà, les deux mériteraient leur place. J'en viens à présent à la ligne qui m'a posé le plus de problèmes. C'est la troisième ligne, parce que c'est là que se trouvent trois des 4 meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. En numéro 6, si je sépare les troisièmes lignes de chaque côté, ça sera Ardie Savea, du coup, le seul numéro 6. Ardie Savea, qui est ressorti du lot lors de la défaite néo-zélandaise face aux Anglais, ça a été le meilleur joueur de son équipe, qui globalement, sur l'ensemble de la Coupe du Monde, a été peut-être le meilleur All Black, parce qu'il a fait des différences offensives, parce qu'il a marqué des essais, que sur ses percussions, il a mis en grande difficulté les défenses adverses. Il a été omniprésent sur les phases offensives, il mérite d'être nommé dans ce 15-là. Au poste de numéro 7, grosse hésitation. Quoi qu'il arrive, je laisserai de côté un joueur qui ne le mérite pas, donc j'ai choisi de ne pas choisir. Au poste de numéro 7, il y a Sam Underhill, du côté anglais. Seulement 21 ans, probablement la grande révélation de cette Coupe du Monde. Très efficace dans les tâches défensives, un plaqueur impressionnant, Sam Underhill. Et aussi contre la Nouvelle-Zélande, pas loin d'être l'homme du match avec Maro Itoje. Donc vraiment très en vue grâce à ses plaquages notamment. Et l'autre, c'est évidemment Pete-Steph Dutoit, Afrique du Sud, élu meilleur joueur du monde cette saison, tout à fait mérité. Que dire sur Pete-Steph Dutoit, il s'est vraiment révélé sur cette compétition. Il a fait avancer l'Afrique du Sud sur les phases offensives. Il a toujours eu le bon flair pour trouver la bonne passe. Défensivement impeccable, dans les rucks impeccable. Donc voilà. Aucun choix à faire entre Pete-Steph Dutoit et Sam Underhill. Hein. C'est vraiment c'est deux des 4 meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. Je pouvais pas en laisser un de côté. Troisième ligne centre. Jusqu'à la finale, j'aurais eu tendance à dire Billy Vunipola. Après la prestation incroyable de Duane Vermeulen en finale, je suis obligé d'élire le Sud-Africain au poste de numéro 8. Rien qu'à lui tout seul sur ses contests, il fait gagner 6 points au box dans la première mi-temps de la finale. Élu très très logiquement homme du match, omniprésent dans cette finale, au plaquage, au grattage, aux offensives au centre du terrain, puisque c'est la zone qu'ont priorisé les Sud-Africains. Il a beaucoup joué le rôle de premier attaquant. Et ben
voilà, ça a payé, donc rien à lui reprocher. Et ce joueur d'expérience ancien du rugby club toulonnais fait partie des hommes forts du sacre sud-africain. Les autres hommes forts du sacre sud-africain se trouvent à la charnière, donc Faf de Klerk et André Pollard. C'est les joueurs que j'ai choisi d'élire au poste de demi-mêlée, demi d'ouverture. Faf de Klerk, très bon organisateur, pas forcément dans le même profil qu'Antoine Dupont par exemple du côté français, qui lui mise sur la vivacité et essaye de dynamiser le plus possible. Faf de Klerk est plutôt un poison pour l'adversaire, dans le sens où déjà défensivement il met une grosse pression sur le numéro 9 adverse, et offensivement il va gérer les situations les plus intelligemment possible avec ce jeu sud-africain qui est fait de jeu au près et de combat. Donc il laisse les avants se bagarrer dans les rucks, et il utilise énormément le jeu au pied, des jeux au pied de pression, des jeux au pied d'occupation, mais principalement de pression, pour mettre en difficulté l'adversaire. Et il l'a très bien fait sur la demi-finale et sur la finale notamment, qui sont des victoires pas forcément les plus esthétiques, mais qui portent sa patte parce qu'il a su intelligemment négocier les offensives sud-africaines. Numéro 10, André Pollard, impeccable au pied. Meilleur réalisateur du tournoi d'ailleurs. Il a vraiment raté très peu de coups de pied. Il a été décisif pour son équipe, puisque les pénalités font partie de l'essence du sacre sud-africain. On n'a pas vu un rugby complètement fou, encore une fois, mais de la même façon, il a bien géré les offensives comme de Klerk, avec des jeux au pied toujours intelligents, sans se précipiter, soit dans l'occupation, soit dans la pression, mais avec très peu de déchets dans son jeu, donc logiquement André Pollard. On passe au 3/4 centre, numéro 12, Owen Farrell, toujours un des meilleurs joueurs du monde. Lui aussi, j'ai trouvé qu'il avait un petit peu surnagé dans la défaite anglaise en finale. Il a récité une prestation incroyable contre la Nouvelle-Zélande, donc c'est vraiment les deux matchs majeurs de l'Angleterre qu'on retient, mais même contre l'Australie en quart de finale, il a été décisif. Lui aussi, buteur précis, parfait organisateur, il a été trimballé au poste de demi-ouverture, au poste de 3/4 centre, selon l'état de forme de George Ford et selon l'identité de l'adversaire aussi. Toujours bien négocié les situations. Donc dans la continuité de ce qu'il fait depuis plusieurs années, lui aussi fait partie des meilleurs joueurs du monde. Et l'a encore montré sur cette Coupe du Monde. Avec lui au centre, on va lui associer Damian De Allende, qui incarne cette puissance Springboks. Il est l'homme du match, on va dire, de la demi-finale des Sud-Africains contre les Gallois. Il marque un essai décisif, toujours dans l'avancée aussi, balle en main. Il choisit souvent la trajectoire la plus courte, c'est-à-dire le combat frontal au centre du terrain. Donc membre important aussi du sacre sud-africain, logique qu'il soit nommé. On va nommer aussi Mapimpi sur les ailes, on en vient aux 3/4 ailes. Donc pourquoi Mapimpi ? Deuxième meilleur réalisateur deuxième meilleur marqueur d'essai de la compétition avec 6 essais. Évidemment celui en finale qui est décisif. Aussi ces 2 essais contre le Japon qui débloquent la situation. Il a beaucoup progressé dans le jeu au pied notamment. C'est une arme qu'a beaucoup utilisé l'Afrique du Sud. Ils avaient besoin d'un ailier comme lui pour être à la réception et pour bien négocier ses réceptions. Et donc voilà, Mapimpi logique. Sur l'autre aile, plus d'hésitation, on va dire. J'aurais pu citer Josh Adams, qui est le meilleur marqueur d'essai de cette Coupe du Monde. J'aurais pu aussi citer Cheslin Kolbe, champion du monde et qui nous a régalé à chaque fois qu'il était sur le terrain. Étant donné qu'il était blessé et donc qu'il n'a pas joué la demi-finale, c'est un petit bémol aussi.
J'aurais pu citer Damien Penaud, qui est clairement le meilleur Français de cette Coupe du Monde et qui a réussi de très belles actions aussi. Finalement, j'ai décidé de revenir sur aussi un des moments forts de cette Coupe du Monde, c'est la prestation de l'équipe du Japon. Et celui qui nous a le plus impressionné au Japon, c'est l'ailier Fukuoka. Avec énormément de fulgurance, d'inspiration, un peu dans le style de Cheslin Colby, des bâtons de dynamite dans les jambes. Beaucoup de vista aussi pour faire les bons choix, soit y aller seul, soit servir des coéquipiers. On a vraiment découvert cet animateur qui a vraiment vendu un magnifique spectacle au public. Et donc voilà, pour récompenser aussi la Coupe du Monde du Japon, Fukuoka sera mon deuxième ailier. Et enfin à l'arrière, encore un joueur qui est cité quasiment tous les ans dans les meilleurs joueurs du monde, parmi les meilleurs joueurs du monde, habituel demi d'ouverture, qui depuis quelques mois en Nouvelle-Zélande fait office d'arrière sous l'effet de la concurrence de Richie Mo'unga au poste de numéro 10, et qui pourtant gère aussi bien les attaques néo-zélandaises, encore auteur d'un essai fantastique avec ce retour intérieur face aux Gallois. Un des seuls avec Savea qu'on peut sortir du lot sur la défaite néo-zélandaise contre les Anglais, parce que intelligent dans le jeu au pied, notamment. Donc Beauden Barrett, encore une fois, dans le 15 majeur de la compétition. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Dernier podcast un tout petit peu plus long pour la concrétisation de ces 6 semaines de Coupe du Monde au Japon. Donc bravo aux Sud-Africains. Et puis nous on va pas arrêter de parler de sport, on va pas arrêter de parler de rugby sur ces pays sports. Donc continuez à nous suivre, c'est avec grand plaisir. Sur notre site, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur SoundCloud pour ce qui est des podcasts. En espérant continuer à vous voir toujours aussi nombreux. Et à la prochaine. Salut!